ولا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هم ولا غم ولا كرب إلا فرجتها وكشفتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Excellence, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur Sarr, professeur d'Ibrahim, Mesdames, Messieurs au Présidium, honorables invités en motif. Nous voilà encore une fois réunis ici à l'Harmattan, Sénégal, pour nous adonner à ce qui semble être désormais une tradition dans notre pays à l'occasion d'une sortie d'un livre, c'est-à-dire une cérémonie de présentation et dédicace. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans ces locaux pour le lancement du livre de Dieynaba Sarr sur la politique africaine de la France, et elle se pose la question de savoir cette politique vacille-t-elle entre rupture et continuité. Je voudrais quand même commencer mes propos par dire à chacun de vous ici présent un grand merci d'avoir pris de votre temps pour être là parmi nous cet après-midi. Cela, je le dis en mon nom et au nom de Dieynaba qui y reviendra tout à l'heure, et certainement aussi au nom de ses parents, le président Sarr et son épouse ici présente. Vous souhaitez également la bienvenue à tous et à toutes dans cet espace qui est le vôtre, un espace que nous voulons, un lieu de dialogue, un lieu d'échange fécond autour des idées qui sont brassées dans notre pays. Mon plaisir est aujourd'hui d'autant plus grand que l'auteur du livre que nous lançons, je suis lié à elle doublement. D'abord par le ministre Ibrahima Niang, qui, au moment où le texte était en fabrication, n'a pas hésité à prendre son téléphone pour m'appeler. Pour ceux qui ne le savent pas, tonton Ibrahima Niang est mon oncle. Et il fait partie de ceux qui, quand je suis rentré dans ce pays, professeur, m'ont couvé. C'est-à-dire m'ont donné le courage, m'ont donné les prières et surtout m'ont donné l'assurance de les avoir à côté de moi. Si aujourd'hui la maison est en train de faire le travail qu'elle est en train de faire, c'est parce que nous avons à l'ombre des gens comme le doyen Ibrahima Niang qui poussent. Et en cela, je voudrais quand même profiter de cet instant pour vous dire merci tonton, et puis vous supplier publiquement ce que j'ai toujours fait en privé, pour que vous preniez la plume et que vous nous écriviez vos mémoires. Parce que pour ceux qui ne savent pas et qui sont dans la salle, le doyen Ibrahima Niang est ancien ministre de l'Éducation nationale. Si aujourd'hui nous avons un pays qui tient sur les rails, si nous avons un pays qui échappe à toutes les vicissitudes qui se sont attaquées aux autres pays de la sous-région, c'est parce que nous avons eu des gens de la trempe de M. Niang qui ont jeté les fondements de notre pays et de notre démocratie. Si nous avons un État qui fonctionne, c'est parce qu'il y a eu des hauts fonctionnaires comme M. Niang qui y ont travaillé. Et tonton Ibrahima, comme je le dis toujours, vous avez l'obligation de laisser à cette jeunesse une partie de votre expérience. Pourquoi? Parce que il nous faut avoir cette expérience pour savoir comment est-ce que on peut être aux commandes d'un pays, faire ce pourquoi on est mis en place à un niveau de responsabilité sans que l'on ne batte les tambours ou les trompettes. Aujourd'hui, vous êtes un anonyme dans ce pays et pourtant, Dieu sait que vous avez fait le travail qui vous a été confié. Notre pays, notre jeunesse a besoin d'expériences comme le vôtre.
Je disais aussi que j'étais lié doublement à Dieynaba parce que j'ai des rapports particuliers qui me lient avec son père, le président Sarr, le président de la Cour des comptes. L'Harmattan Sénégal également compte sur l'appui des gens, c'est-à-dire de la trempe aussi du président Sarr. Je ne sais combien de fois le président Sarr a pris de son temps pour venir accompagner le travail que nous faisons. Il nous accompagne de sa poche, pas honte de le dire, et il nous accompagne de son temps. Et en cela, Président, quand même, je tenais aussi à vous dire merci et prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous accorde toute la santé et que la charge qui vous est confiée par le Président de la République et l'État du Sénégal soit une charge qui soit facile à porter. Pourquoi? Parce que moi j'ai connu le Président Sarr quand il s'est agi de lancer les livres du Président Diokhané qui aujourd'hui préside la cérémonie. Et en cela tous, je voudrais dire que l'Harmattan Sénégal, c'est simplement cette maison que nous voulons au service de l'air, de la culture de notre pays. C'est une maison que nous voulons au service de ceux qui animent les idées dans notre pays. En cela, pour tous ceux et toutes celles qui ont quelque chose à dire, qu'ils s'approchent de nous et ensemble avec nos équipes, on verra comment faire en sorte que le travail soit rendu disponible pour ceux qui s'intéressent à la lecture. À Dieynaba, je voudrais juste dire 2 mots avant de rendre le micro, que mon équipe et moi avons pris beaucoup de plaisir à vous connaître, à travailler avec vous, pour que le livre que nous lançons aujourd'hui soit disponible. Pourquoi? Parce que Dieynaba fait partie de nos auteurs que nous appelons des auteurs disciplinés. Parce que quand son texte est arrivé, vous savez, nous les éditeurs, on est très capricieux, parfois on est très exigeant. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut revoir ceci, il faut supprimer ça, il faut insister là. Et elle n'est jamais montée sur ses grands cheveux se disant c'est moi la spécialiste de la question, c'est mon livre. Mais à chaque fois que nous lui avons demandé de retravailler quelque chose, Dieynaba n'a pas hésité. Et ce qui fait que mon équipe et moi vous remercions encore une fois de cette disponibilité et vous réitérons toute notre disponibilité pour d'autres aventures. Cher professeur Diokhané, merci de participer à soutenir. Pourquoi? Parce que le professeur Diokhané est un des auteurs classiques de l'Harmattan. Si je ne me trompe, il a 3 livres avec nous, n'est-ce pas? Et je suis sûr qu'il y a un autre sur le feu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les documents du professeur Diokhané font partie des textes avec lesquels nos étudiants travaillent. J'ai toujours rêvé d'une chose, que les étudiants sénégalais travaillent avec des ouvrages et des manuels qui sont écrits par leurs enseignants. Et le professeur Diokhané, le professeur Dembassi, le professeur Ismaël Madior Fall et d'autres sont en train de faire ce travail. Encore merci, je suis un enseignant, on me donne le micro, je deviens très bavard sans m'en rendre compte. Merci. Merci beaucoup, Secrétaire général. Mesdames, Messieurs, en prenant la parole, permettez-moi d'abord d'exprimer toute la joie du président de séance que je suis. Cette joie est due aux relations très fortes qui me lient avec le premier président Sarr, qui se trouve être le père de mademoiselle Dieynaba Sarr, l'auteur de l'ouvrage, le prétexte de la présente rencontre. On dirait qu'entre le premier président Sarr et moi, nos destins ne cessent de se croiser. Quand il fut nommé président de chambre à la Cour des comptes, j'avais, en ma qualité de représentant du parquet, demandé à la Cour, dans mes réquisitions, de recevoir son serment et de l'installer dans ses nouvelles fonctions. Après mon départ de la Cour, c'est lui qui, devenu entre-temps premier président, présida à la cérémonie de présentation et de dédicace de chacun de mes 2 ouvrages sur les finances publiques. Comme dans un mouvement de balancier, me voilà aujourd'hui en train de me livrer au même exercice pour sa fille. Mademoiselle Dieynaba Sarr, en l'occurrence, est une très jeune auteure. Mais, mesdames, messieurs, comme vous le savez, aux âmes bien nées,
la valeur n'attend point le nombre des années. Pour cette raison aussi, j'ai plaisir à être à cette place aujourd'hui pour saluer le courage et la détermination qui animent l'auteur, qualité que j'ai pu mesurer à la faveur des discussions que j'ai eues avec elle sur son ouvrage alors en chantier. Le produit qu'elle nous livre aujourd'hui vient enrichir une production nationale qui, il faut le dire, n'a pas encore la consistance requise dans les différentes disciplines universitaires. Cela est tout à fait à son honneur. Son ouvrage porte sur un sujet de relations internationales, véritable terrain mouvant s'il en est. Je peux en témoigner, car avant que les hasards de la vie universitaire ne me mènent vers les rivages des finances publiques, j'avais fait une thèse de doctorat dont le sujet a trait aux aspects juridiques des relations internationales. Mais avec l'ouvrage de Mademoiselle Sarr, on passe des certitudes relatives qui caractérisent l'approche juridique des relations internationales aux incertitudes absolues qui marquent leur approche politiste. Nous savons tous que l'univers international est celui des impérialismes et de domination de toutes sortes. Cette donnée de base se retrouve dans l'histoire des relations franco-africaines telle que l'auteur l'analyse dans son ouvrage, comme nous le montrera tout à l'heure le professeur Mamadou Yaya Diallo. Pour ma part, je ne doute pas que cet ouvrage augure de lendemain qui chante pour l'auteur. Je peux raisonnablement le penser, vu le cursus qui est déjà le sien. Cela m'amène à donner la parole à Madame Fatoumata Traoré, car nul mieux qu'elle ne saurait présenter l'auteur. Madame Traoré, vous avez la parole. Merci. Monsieur le directeur de l'Harmattan, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur, doublé d'une grande passion, que je me lance dans cet exercice qui sans doute est le plus facile qui ne m'a jamais été donné. Cet après-midi du samedi 11 novembre 2017, plus de 100 Pères Dieu rouleront au rythme de mes lèvres. À cette occasion qui m'est offerte de présenter l'auteur de l'ouvrage intitulé « La politique africaine de la France entre rupture et continuité », dont la cérémonie de dédicace nous réunit ici à l'Harmattan. L'auteur, qui n'est personne d'autre qu'une sœur et amie, s'appelle Dieynaba Sarr. Elle a fait tout son cursus scolaire à l'institution Notre-Dame, où elle a obtenu le baccalauréat en série L avec la mention bien. Son amour pour le droit l'a conduite à l'Institut supérieur de droit de Dakar, où elle va obtenir sa licence. C'est sur le chemin de ce prestigieux institut que nous avons fait connaissance, dont je me permettrai de vous livrer ici l'histoire. Mesdames et messieurs, mes amitiés avec l'auteur remontent à 2007, quand on faisait la première année de droit à l'ISDD. Les séances de travaux dirigés qu'on préparait ensemble nous ont permis de raffermir nos relations. En effet, à travers ces échanges et discussions, il est ressorti des liens de parenté entre nous, puisqu'elle a des origines maliennes. Et depuis lors, elle me vaut une franche amitié fraternelle très chaleureuse. D'ailleurs, elle m'appelle Koro, qui veut dire grande sœur en langue bambara. Son éducation, sa patience, sa dignité
Son accomplissement de soi, sa stratégie pétitionnaire m'ont beaucoup rapproché d'elle. C'est juste pour vous dire la noble et respectueuse personne qu'elle est. Elle est d'une simplicité et d'une humilité déconcertantes. Mais sa forte personnalité qui la caractérise et sa constance dans l'effort lui ont permis d'avoir, malgré son jeune âge, un parcours exemplaire, fort inspirant. Déjà petite, elle était très caractérielle et savait se faire respecter, ce qui lui a valu le surnom de « garçon manqué ». Elle était aussi casanière. Ses loisirs tournaient autour des livres, des jeux classiques et de la télévision. Elle n'hésite jamais à se plier en quatre pour aider aux travaux ménagers. Son amour pour les études et le travail bien fait la rendent très exigeante envers elle-même. En effet, lorsqu'elle ne comprenait pas un exercice, elle ne laissait pas le répétiteur rentrer, même si le temps imparti au cours était terminé, quitte à pleurer jusqu'à obtenir satisfaction. Obsédée par la lecture et la recherche, ses amours de parents, conscients de la valeur des études et de leur devoir d'éducation et d'assistance vis-à-vis de leur progéniture, ne lésineront pas sur les moyens pour assouvir l'appétit livresque, la soif de savoir de leur fille. Merci papa, merci maman. Que le bon Dieu vous le rende au centuple et qu'il vous agrée. Ce qui a valu à cette jeune fille de se faire distinguer parmi les élèves de la prestigieuse et très sélective institution Notre-Dame de Dakar, où elle a reçu plusieurs distinctions tout au long de son cursus, avec des prix de bonne conduite, des prix d'excellence et une double consécration au concours général sénégalais en 2006 et en 2007 pour les classes de première et de terminale. En outre, elle sera l'une des plus brillantes étudiantes de l'Institut supérieur de droit de Dakar. Grâce à elle et à tant d'autres qui suivront sans doute ses traces, cet institut ne disparaîtra jamais dans les caveaux de l'oubli. Mais elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Après la licence, elle maintient le cap d'excellence à l'Université du Sahel, où elle sera major de sa promotion en Master 1 et en Master 2. Cette fille proactive, qui ne remettait jamais son travail à demain, m'a toujours épatée. Des fois, complètement déconnectée, je venais lui dire « Dieynaba, est-ce que tu es au courant de tel sujet à traiter ?» Elle me rétorquait « Mais toi, dans quel monde vis-tu? Je l'ai fait il y a longtemps. Parle-moi d'autre chose, s'il te plaît. » L'air intrigué, je me demandais « Xana ki du nelaw, mom dara du ko rëcc ?» Son engagement a profondément marqué d'une empreinte blanche ses condisciples. Elle n'hésitait pas à tendre la main à certains étudiants qui avaient du mal à suivre. Très enthousiaste, elle organisait des séances de révision, des groupes de travail dans le but de bûcher ensemble les cours, de revoir les travaux dirigés faits en classe et autres. C'est la preuve d'un véritable investissement humain et d'un goût prononcé pour les études et la culture de l'esprit. Par ailleurs, engagée et refusant l'injustice comme à son habitude, elle n'hésitait point à participer, pour ne pas dire à être l'initiatrice des mouvements de revendication à l'université. Sa combativité, sa haine, son courage et son amour pour les études ont fasciné plus d'un. Le motif de ces pétitions était strictement légitime et solidaire. Elle croit tellement en elle, en ses capacités intellectuelles et aux potentialités qu'offre son pays, qu'elle a décidé de rester et de poursuivre ses études qu'elle a réussi avec brio, Inch'Allah, grâce à Dieu, et bénéficie aujourd'hui d'une insertion professionnelle.
rester pour servir son pays. Qui dit mieux? Dieynaba n'est pas victime de la mode. Sa mise toujours bien soignée, avec un maquillage sobre et discret, s'adaptant aux circonstances. Elle n'affiche pas une appartenance religieuse quelconque. Elle le vit. Pudique, pieuse et pratiquante, elle respecte les préceptes de l'islam. Par exemple, assister son prochain dans les bons moments, mais surtout dans les périodes difficiles. Très sociable, Dieynaba est d'un altruisme sans commune mesure. Elle ne fait jamais la sourde oreille et s'est faite distinguer dans l'information et la mobilisation pour assister un camarade ou un collègue en deuil, soit pour aller prêter main forte lors d'un événement heureux. Elle fait toujours honneur en étant présente dès les toutes premières heures. C'est une personne volontaire, une âme charitable. Dieynaba, la terminaison de son nom Ba signifie beaucoup de choses en langue bambara. Ça dépend de la prononciation. Quand on dit Ba, ça veut dire grand, immensément grand. Quand on dit aussi Ba, ça veut dire maman. D'ailleurs, les Maliens, pour magnifier leur pays, ils aiment dire le Mali Ba, c'est-à-dire le Grand Mali. Donc c'est juste pour vous dire, Dieynaba répond totalement à son prénom, ce qui forge aussi une partie de sa personnalité. Dieynaba, c'est l'enfant, la sœur, l'amie, la cousine, la tante, la nièce, l'élève, l'étudiante, la camarade, la collègue, l'épouse que chacun aimerait avoir dans sa vie à ses côtés. Aussi, après avoir reçu les félicitations du jury lors de la soutenance de son mémoire de Master 2, sanctionné de la mention très honorable, elle a décidé d'approfondir et de mettre le fruit de ses recherches à la disposition du grand public. D'ailleurs, la production de cet ouvrage qui nous réunit aujourd'hui en est une parfaite illustration. Je souhaite plein succès à ce livre et je félicite très sincèrement son auteur pour sa contribution au développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, votre attention m'a honorée. Merci beaucoup, Madame Traoré, pour ces mots que vous avez dit du très fond de votre cœur. Je vais maintenant donner la parole au professeur Gaye Diallo pour la présentation de l'ouvrage. Professeur, vous avez la parole. Merci. Merci, chers collègues, professeur Abdourahmane Boukhane. Je dois dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui de participer avec vous, participer à côté de vous à cette séance de présentation de l'ouvrage de Mlle Dieynaba Sarr. Vous avez été mon professeur de finances publiques en deuxième année, quand je faisais la deuxième année de droit public. Et jamais dans mes rêves, je n'aurais pu penser qu'un jour on partagerait en fait une même table pour discuter des questions scientifiques. C'est aussi l'occasion pour moi aussi de dire le plaisir que j'ai de voir parmi naturellement les gens ici présents le professeur Babacar Gaye, qui a été mon professeur également aussi en quatrième année, qui m'a enseigné le droit international économique et le droit international humanitaire. Et donc la satisfaction donc elle est double. Alors cela dit, je voudrais dire quelques mots sur l'auteur. Évidemment, son ami l'a présenté, mais je voudrais dire d'elle quelques mots. Mademoiselle Sarr, je l'ai connue en 5e année à l'Université du Sahel. J'ai dispensé là-bas le cours de géopolitique et relations internationales. Je l'ai connue à l'occasion des séminaires organisés dans le cadre de cette matière-là, relations internationales. Et elle avait fait une fois un séminaire sur la politique africaine de la France entre rupture et continuité. Lorsqu'elle a terminé la présentation, je lui ai dit que mais vous avez votre sujet de mémoire.
vous avez un sujet que vous pourrez plus tard approfondir. Parce que vous l'avez tellement bien fait que les étudiants eux-mêmes, lorsqu'elle a terminé la présentation de son séminaire, les étudiants me disaient qu'elle a tout dit. On n'a rien à dire. C'est pour dire simplement que c'est une étudiante sérieuse, c'est une étudiante sérieuse, travailleuse. Et je m'en suis davantage rendu compte lorsque les étudiants, elle le sait très bien, pendant toute l'année, elle se faisait appeler Madame Diop. Toute l'année, Madame Diop. Même moi, prof, je l'appelais Madame Diop. À la fin de l'année, quand elle a sorti son mémoire, elle me disait, prof, je suis mademoiselle. Je me suis fait appeler Madame Diop pour éviter qu'à la descente, que les gens me poursuivent. Oui. Et donc, pour dire simplement que le travail qu'elle a aujourd'hui soumis, qu'elle présente aujourd'hui, évidemment, c'est un travail qui est le fruit d'une longue, disons, d'une passion. Or, rien de grand, comme disait Albert Einstein, ne se fait sans passion. Ce travail est le fruit d'une passion et le fruit d'efforts colossaux, naturellement, dont elle a fait preuve depuis la première année jusqu'à la 5e année. Parce que j'ai l'habitude de dire que le niveau, le bon niveau, on ne le cherche pas en 5e année. C'est le fruit de travail antérieur, de travail, de sacrifice consenti dans toute la carrière, de la première année à la 5e année. Et c'est pourquoi quand il m'a adressé l'invitation, j'ai répondu favorablement. Favorablement parce que le travail de Mlle Sarr est un travail de haute qualité. Favorablement parce qu'elle a beaucoup d'engagement, de détermination. Et c'est fondamental. Tout à l'heure, le professeur Abdourahmane Doukhane a dit aux Ambiennes, la voix de notre temps pendant ces années. Évidemment, le fait qu'elle rédige, qu'elle écrive un ouvrage, alors qu'elle n'est pas encore professeure, qu'elle n'est pas encore enseignante à l'UQAM, généralement, les rédactions des mémoires, généralement, soit c'est des praticiens, soit c'est des théoriciens, des gens qui sont dans le monde universitaire. Ça montre qu'en réalité, que les qualités scientifiques et intellectuelles, eh bien, elle les a. Et ce n'est pas parce que, bien sûr, qu'elle n'a pas poursuivi, bien évidemment, qu'elle doit s'empêcher de rédiger. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à l'occasion, après la soutenance des mémoires, je lui disais, Mademoiselle Sarr, il faut continuer. Il faut continuer. Et je dois aussi rappeler que, avant de terminer mon propos sur cette question-là, que lorsque le jury s'est réuni pour délibérer, les collègues qui étaient membres du jury, avec moi, les collègues me disent eux-mêmes, ce travail-là, il n'y a rien à voir. Il n'y a même pas expliqué. Or, généralement, dans les délibérations, le directeur de mémoire, eh bien, qui a encadré l'étudiant ou l'étudiante, généralement, il est son auxiliaire naturel. Naturel. Parce que la rédaction du mémoire a permis la création, je veux dire, a permis l'émergence, je veux dire, d'une certaine amitié, de familiarité qui se développe. Parce que vous la voyez très souvent. Et de ce point de vue, donc, à la délibération, vous dites toujours, vous voyez toujours à la hausse. Mais ce sont les collègues eux-mêmes qui me disent, vous n'avez rien à dire, c'est un bon travail. Et ce qui m'a le plus frappé dans ce travail-là, j'ai repéré 74 articles, je ne dis pas des ouvrages généraux, articles, je dis bien. Un travail de mémoire avec 13 pages de bibliographie. 13 pages de bibliographie, avec 300 notes de bas de page. 300 notes de bas de page. Je me suis dit, mais écoutez, elle est jeune, mais elle parle loin. Vraiment, elle parle loin. Et aujourd'hui, et l'occasion que nous réunissons aujourd'hui me permet, disons, de me conforter dans l'idée que j'avais 5 ans plus tôt. S'agissant maintenant de l'ouvrage, il s'agira d'un ouvrage évidemment publié chez l'Harmattan, pour ne pas dire chez Harmattan, comme certains le disent, c'est chez l'Harmattan, et donc un ouvrage de 257 pages et de 571 notes de bas de page. 257 pages et 571 notes de bas de page et 15 pages de bibliographie. Cela montre qu'effectivement qu'elle a pu faire des efforts colossaux
des efforts colossaux, il a fouillé. Et vraiment, c'est ça qui lui a permis aujourd'hui de réaliser cet ouvrage. Et l'ouvrage comporte globalement deux articulations. Deux articulations. Dans la première articulation, dans le premier axe de réflexion, il s'agit précisément de voir naturellement, de montrer la volonté de la France d'émanciper les anciennes colonies. Les anciennes colonies devenues indépendantes. Devenues aujourd'hui indépendantes au nom du principe de l'égalité des États, ces anciennes colonies ont les mêmes droits et les mêmes devoirs en droit international public. Et de ce point de vue, la France commence à se retirer progressivement de l'Afrique. Et ce retrait de l'Afrique, bien évidemment, est perceptible à travers le désengagement de la France, mais à travers également aussi l'offre de formation que fait la France à l'endroit des Africains, pour que les militaires africains soient formés par les Français, et pour que ces militaires-là, une fois formés, eh bien, dotés de moyens logistiques nécessaires pour en prendre à bras le corps les problèmes de sécurité en Afrique. Il s'agit donc là de responsabiliser les Africains, une manière de leur permettre de gérer par et pour eux-mêmes les problèmes de sécurité. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, ce désengagement de la France qu'elle essaie d'expliquer dans le premier acte de réflexion, elle essaie de montrer que ce désengagement s'est réalisé, ou quand il a commencé à se réaliser, il y a eu simultanément l'émergence de concurrents, comme la Chine et comme les États-Unis. Pourquoi? Parce que ces pays-là estiment, à juste raison, que l'Afrique aujourd'hui est devenue un continent où la marge bénéficiaire est très importante. Très importante. Il est beaucoup plus facile de se faire des bénéfices en Afrique que de se faire des bénéfices ailleurs. Les relations d'affaires, évidemment, sont plus fructueuses en Afrique qu'ailleurs, parce que peut-être la main-d'œuvre est disponible, le salaire est bas. Et par conséquent, la France n'est plus le seul interlocuteur de l'Afrique. Il y a d'autres régions, il y a d'autres pays qui commencent à s'intéresser à l'Afrique pour des raisons bien évidemment sur lesquelles bien évidemment nous reviendrons. Et dans ce cadre-là, elle a eu montré dans l'ouvrage, dans ce cadre, que effectivement l'Afrique est un continent qui regorge de potentialités économiques extrêmement importantes. Et de ce point de vue, cela suscite quelque part de la convoitise chez les pays occidentaux. Et après avoir étudié, expliqué cet aspect relatif à la volonté, disons, des pays africains, de la volonté de la France, d'émanciper les colonies, de manière à les permettre à gérer à bras le corps les problèmes de sécurité. Et concomitamment aussi, l'irruption de la Chine et des États-Unis, elle a essayé de nous montrer que, malgré tout, la persistance, je dis bien, de la politique de la France-Afrique, eh bien, est une réalité. Est une réalité, pourquoi? Parce que l'Afrique est un précaré stratégique. L'Afrique est un continent qui regorge de ressources naturelles. L'Afrique est un continent, bien sûr, qui a pas mal de potentialités, malheureusement non exploitées. Et elle a essayé de montrer que la France, malgré sa volonté de les émanciper, s'est rendue compte à l'évidence qu'elle ne peut pas ne pas intervenir dans le fonctionnement, disons, des régimes politiques africains. Et c'est pourquoi, bien sûr, la France a compris, effectivement, qu'il est normal, de s'intéresser aux richesses africaines, aux richesses du sous-sol, naturellement, aux richesses également aussi, bien évidemment, liées à l'exploitation des entreprises publiques qui sont parfois déprivatisées. Et ces privatisations, bien évidemment, profitent généralement des pays qui ont les moyens d'entrer dans le capital. Et donc, de ce point de vue-là, donc, elle a essayé de montrer évidemment que la volonté d'émanciper les pays africains, eh bien, s'est heurtée, je veux dire, au pragmatisme, s'est heurtée au réalisme. Et dans cette persistance, elle essaie de montrer que la France dispose de deux leviers institutionnels. Deux leviers institutionnels. Il y a la francophonie, à travers l'assistance électorale, la francophonie qui se déploie et qui porte les valeurs et les principes auxquels la métropole est visiblement attachée. De ce point de vue, donc, la francophonie constitue ici un cadre de coopération, mais par le biais duquel on transmet les valeurs que véhicule la France. De ce point de vue, donc, la francophonie, en intervenant dans les pays africains, les pays francophones, dans le cadre de l'assistance électorale, eh bien, s'attelle bien évidemment à véhiculer disons, les valeurs que défend la France.
Elle essaie également de montrer elle essaie également de mettre l'accent sur le deuxième levier institutionnel, qui est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, tout le monde sait que c'est l'organe principal des Nations Unies, chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et au sein duquel la France dispose d'un droit de veto. Droit de veto, le Conseil de sécurité est chargé de la régulation du système international, disons du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et donc, elle essaie de mettre l'accent ici sur l'instrumentalisation du Conseil de sécurité par la France. Le Conseil de sécurité devient un organe producteur de résolutions destinées à légaliser ou à légitimer l'action internationale de la France. Et l'exemple le plus frappant qu'elle essaie de montrer dans son ouvrage, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. Lorsque les Ivoiriens ont accusé les Français d'ingérence, la France est allée chercher une résolution au sein du Conseil de sécurité, en disant que j'interviens pour mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité, auquel cas je ne suis pas dans l'illégalité. C'est le Conseil qui m'a autorisé à intervenir. Et de ce point de vue-là, ce levier institutionnel, en réalité, permet à la France d'intervenir de nouveau dans le traitement, dans la gestion des conflits, africains, mais également aussi dans la préservation de ses intérêts. Dans les relations internationales, comme disait De Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et j'étais très agréablement surpris lorsqu'elle essaie de montrer que l'intervention française peut faire l'objet également de critiques. Dans la mesure où la France, selon elle, la France quelque part s'accommode de régimes parfois non démocratiques, pourvu que ces régimes satisfassent les intérêts français. Il y a l'exemple de la Tunisie, de Ben Ali, à l'époque de Ben Ali, dont on savait qu'elle n'était pas un pays démocratique, mais qui quand même pouvait permettre de préserver les intérêts. Autrement dit, parallèlement à cette volonté de véhiculer des valeurs et des principes de respect des droits de l'homme, de la démocratie, il y a ce qu'on appelle le réalisme, il y a ce qu'on appelle le pragmatisme. Et cela me fait penser, évidemment, à l'accueil qu'on a réservé au président Kadhafi en 2009. Lorsque Kadhafi est arrivé en France en 2009, accueilli en France, on lui a construit une tente au sein de l'Élysée, avec accès à Internet, et tous les privilèges. Eh bien, lorsque Madame Ramayad, la France d'origine sénégalaise, lorsqu'elle disait que la France, en tant que pays de droits de l'homme, ne s'honore pas en accueillant un dictateur chez elle. Le premier ministre de l'époque, François Fillon, lui a fait savoir, Madame Yad, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, on est en pleine crise financière. En pleine crise financière, il débarque avec 3 milliards d'euros pour acheter, disons, des armes. Ferme ta gueule. Donc, vous voyez quelque part, au-delà de la proclamation des valeurs et des principes, il y a cette diplomatie qui se développe en coulisses. Et donc, c'est pourquoi, de ce point de vue-là, l'ouvrage vante les mérites de la coopération bilatérale entre la France et les pays africains, mais l'ouvrage également aussi pointe du doigt, les aspects, je veux dire, opaques, si vous voulez, de cette politique, de cette coopération bilatérale. Et de ce point de vue, donc, c'est un ouvrage, à mon avis, intellectuellement séduisant, stimulant, à mon avis. C'est un ouvrage, en réalité, dont les générations futures peuvent se servir. C'est un ouvrage, en réalité, qui permet à l'Africain de savoir la position de la France, de savoir la politique étrangère de la France, la politique africaine de la France, et de comprendre également aussi les péripéties de ces politiques. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important dans la mesure où et ça nous permet de comprendre que derrière les discours officiels, il y a des pratiques institutionnelles qui ne cadrent pas avec les réalités ni sociales ni juridiques. Et de ce point de vue, donc, c'est un ouvrage qui est extrêmement important de ce point de vue-là. Je vais terminer mon propos pour montrer la pertinence des exemples qu'elle a eu développés. Elle a parlé du limogeage de Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel, ancien ministre de la France. Jean-Marie Bockel a prononcé des propos que Omar Bongo avait critiqués. Et Bongo avait appelé le président Sarkozy. En disant Sarkozy, nous ne voulons pas Jean-Marie Bockel. Le lendemain matin, conseil des ministres, Jean-Marie Bockel est limogé. Eh bien, quelle lecture pouvons-nous avoir de ça, de cet exemple pertinent?
c'est qu'en réalité, ce n'est pas parce que la France a peur du Gabon, ce n'est pas les relations interinstitutionnelles ici qui dictent la conduite de Sarkozy, mais c'est les relations personnelles, individuelles. Ce n'est pas des relations de pays à pays, parce que tout le monde sait que le président gabonais était large, naturellement contribué au financement, disons, de la campagne des présidents, je veux dire, du président français. Et par conséquent, en accédant à sa demande, ce n'est pas parce que l'on a peur du Gabon, ce n'est pas les conversations institutionnelles qui président au limogeage, mais c'est des relations interindividuelles en réalité et qui ont amené le président Sarkozy à accéder à la demande. Et le lendemain matin, comme il a très bien dit dans l'ouvrage, Alain Joyandé a été nommé pour remplacer Jean-Marie Bockel. Voilà, cher professeur, voilà l'assistance. Les quelques mots que je voulais bien évidemment prononcer pour présenter l'ouvrage. Évidemment, la présentation d'un ouvrage est difficile parce qu'il y a tous les aspects de l'ouvrage que l'on occulte. À chaque fois qu'on lit un ouvrage, on découvre des éléments nouveaux. C'est pourquoi, lorsqu'on lit l'ouvrage une fois, deux fois, trois fois, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, et de ce point de vue, donc, évidemment, les manquements, les petites insuffisances, bien évidemment, dont je peux faire preuve, en restituant fidèlement les idées de Mlle Sarr, sont dues au fait qu'en réalité, que la relecture des ouvrages me permet, et permet à tout un chacun de pouvoir s'enrichir et de nouvelles idées et de pouvoir mieux présenter. Cela veut dire que si j'avais aujourd'hui à le relire encore, je l'aurais présenté autrement. Encore une fois. Merci encore une fois pour l'occasion. Merci beaucoup, chers collègues. Vous venez de faire une brillante présentation de l'ouvrage de Mme Diane Bassar. Et je vais immédiatement donner la parole à l'auteur elle-même pour qu'elle nous livre. Monsieur le Président de séance, Monsieur le conseiller technique du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le procureur général près la Cour des comptes, Messieurs les présidents de chambre de la Cour des comptes, Monsieur le secrétaire général de la Cour des comptes, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos titres, grades et qualités. Permettez-moi tout d'abord de remercier la maison d'édition Harmattan Sénégal pour ce bel accueil aujourd'hui dans cette magnifique salle Amadi Alidien. Je salue également le travail qu'elle abat depuis sa création en 2009 pour promouvoir le livre et favoriser surtout l'éclosion de jeunes talents, à l'instar de ma sœur et amie Fatou Diop, de Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, Awa Marie Fall, Mohamedou Falilou Dioum, pour ne citer que cela. Un mot spécial ne saurait manquer à l'attention de son administrateur général, Dr Abdoulaye Diallo. Affable, accueillant et disponible, j'ai eu depuis notre première rencontre une pleine confirmation de tout le bien que mon père, qui le connaît depuis bien longtemps, m'a toujours dit de lui. Je remercie son équipe dynamique, surtout Senghane, Bachir, Dame, Aliou, Mambiram et Issa. Les mots me manquent pour cet exercice de remerciement, mais ils vont à l'endroit de mes parents, Monsieur le Premier Président Mamadou Hadi Sarr et Adja Binta. Aucun mot n'est assez fort pour traduire véritablement ce que je ressens pour vous. Idem pour ma sœur Nafissatou, mon frère Adnan, mon grand-père, son Excellence M. Ibrahim Agnan, qui s'enquérait toujours de l'évolution du travail, m'encourageait et semblait même plus pressé que moi que le livre sorte. Je remercie ma famille dans sa globalité. Mes remerciements vont également à notre père, Cheikh Abdoulaye Karamba Souane, et à toute la famille Souane. Merci pour les prières constantes et le soutien indéfectible. Celui que je vais citer maintenant, je ne saurais compter le nombre de fois où j'ai dû le déranger par mes appels. Malgré ses lourdes charges professionnelles, il a toujours été empreint de sollicitude à mon égard. La preuve, il tenait toujours, pour chacune de nos séances de travail, à se déplacer jusqu'à la maison et m'accorder le temps nécessaire. Je veux nommer le professeur Faraguedel Mbouch, procureur général près la Cour des comptes. Toute modestie mise à part, je peux dire que j'ai la chance d'être entourée de personnes à la grandeur d'âme inégalée.
Et ce qui est surtout merveilleux, c'est la confiance qu'elles ont en moi, et plus encore, leur humilité. Car nombreux sont les individus qui, en raison de leur grade, fonction ou capacités intellectuelles, traitent les autres avec condescendance et surtout minimisent les jeunes du fait de leur âge ou de leur manque d'expérience ou même parce que croyant ceux-ci dépourvus de certaines aptitudes. Mais, malgré mes maigres connaissances, les grands hommes et grandes dames qui m'entourent, moi, ne me sous-estiment nullement. Et c'est le lieu de citer l'éminent professeur Alioune Sall, mon préfacier, qui depuis Abuja, au Nigeria, où il se trouve, m'a fait l'insigne honneur de lier son nom à ce travail et m'a toujours été d'un appui fort considérable. Je loge à la même enseigne le brillant professeur Abdourahmane Djoukhané, président de la présente séance, qui me consacrait de son temps précieux en venant échanger avec moi à la maison. Bien qu'il soit spécialiste en finances publiques, j'ai tenu à son implication dans ce travail. Ancien commissaire du droit après la Cour des comptes, je me souviens encore de son éloquent et mémorable discours le vendredi 26 septembre 2002, lors de la prestation de serment de papa, nommé alors président de chambre et président de la CVC-CEP à la Cour des comptes. Discours qui m'a fait apprécier l'homme depuis ce jour. Merci à vous, professeur. Un grand merci également à mon oncle Aliou Niane, magistrat, ancien président de l'Union des magistrats sénégalais, conseiller référendaire à la Cour des comptes, pour l'intérêt accordé au projet et les pertinentes observations et surtout pour les ferventes et constantes prières à mon endroit, mais aussi pour son travail remarquable en tant que chargé de mes relations avec la presse. Merci, tonton. Puis du docteur Mamadou Yaya Diallo, mon cher professeur et directeur de mémoire. Je lui réitère avec ferveur ma profonde gratitude et mes sincères remerciements exprimés en 2012. Merci pour la générosité intellectuelle, mais également pour cette belle présentation de l'ouvrage et surtout pour le soutien constant qu'il continue de m'apporter. Je confonds dans ces chaleureux remerciements mes amis d'enfance, mes anciens camarades de l'institution Notre-Dame et de l'université, les amis et collègues de mes parents, les voisins et amis de ma famille, tout le corps éducatif qui m'a eu comme élève et étudiante, à savoir mes maîtresses du primaire et mes professeurs du premier et second cycle à l'IND, ceux de l'Institut supérieur de droit de Dakar de mon cher professeur Babacar Gueye, de même que les professeurs de l'Université du Sahel du professeur Issa Sall, lieu de genèse de cet ouvrage. Mais aussi tout le personnel de l'Agence nationale des affaires maritimes, ANAM, qui, en la personne du directeur général, M. Yerim Tchoup, m'a très bien accueilli un certain mercredi 6 novembre 2013. Depuis cette date, ma famille, déjà si grande et riche par sa composition, machallah, s'est encore merveilleusement agrandie. Merci à tous mes collègues et mention spéciale à Mme Menda Diagne Ndiaye et M. Seydou Ba de la Direction des affaires juridiques et de la coopération qui m'ont fait découvrir avec une remarquable générosité intellectuelle le milieu maritime. Je ne saurais oublier la presse dans ses diverses composantes qui a fortement contribué à la promotion du livre depuis sa sortie jusqu'à la cérémonie de ce jour. Car, face à un recul de la lecture dans notre pays, les médias constituent, pour les écrivains, un moyen sûr pour véhiculer leur message et atteindre ainsi une cible plus grande. Je clôt ces remerciements par ceux adressés à l'être exceptionnel qui vient de me donner une énième preuve de son amour inconditionnel et de la sincérité de ses sentiments à mon égard. Je veux nommer ma très chère Fatoumata Traoré. Merci pour ce beau et poignant discours, mais surtout pour un geste émouvant que cette distinguée assistance doit connaître. Elle a perdu son papa le mardi 24 octobre 2017, il y a moins d'un mois, paix à son âme. Malgré cet événement douloureux et son rapprochement avec la date de la cérémonie, elle a tenu à faire cette présentation de l'auteur. Elle me cite toujours comme exemple quand on parle d'endurance, vu les dures épreuves que j'ai traversées. Mais sache que tu viens de donner un bel exemple en ce sens. Je prends l'assistance à témoin. Pour t'adresser mes chaleureux remerciements, je te confie à Allah, chère sœur. Mes chers invités,
Après ces remerciements, je voudrais maintenant rendre hommage à ma grande sœur chérie, Ndeye Fatou Sarr, qui était aussi ma mère. En effet, c'est suite à sa disparition, le 9 décembre 2011, que j'ai eu des liens étroits avec maman, car elle remplissait à la perfection le rôle de grande sœur et de mère pour nous. Nafi et Adnan ne me démentiront guère. Parmi 1000 preuves de son rôle de mère, je peux donner l'exemple des rentrées scolaires. En effet, à chaque ouverture des classes, c'est Ndeye Fatou qui m'accompagnait, et ce jusqu'en terminale, en 2007. Les paroles d'une de mes camarades de classe lors de cette dernière rentrée résonnent encore à mes oreilles. Je cite: « Décidément, ta sœur et toi êtes inséparables. » Fin de citation. Le lien entre cet ouvrage et elle est divin. Je m'explique. Le jeudi 8 décembre 2011, je faisais en classe un exposé remarquable sur ce thème de la France-Afrique. Dans le cadre d'un séminaire de géopolitique avec le docteur Mamadou Yahya Diallo. Mais cette joie d'avoir bien travaillé ce jour-là était engloutie le lendemain par une douleur inouïe et inattendue, le décès de ma sœur. Pardon. Depuis lors, je ne pouvais évoquer ce thème sans penser à cet être exceptionnel, à la joie de vivre contagieuse, qui en partant a emporté avec elle une partie de moi. Naturellement, lorsqu'il s'est agi l'année suivante de rédiger mon mémoire de Master 2, mon choix était tout fait. J'écrirais sur la politique africaine de la France, me suis-je dit. C'était pour moi une manière de lui rendre hommage, et c'était surtout une motivation pour produire un bon travail, ce que j'ai pu faire grâce à Dieu. Ce qui est divin dans l'histoire, c'est que quelques mois après la soutenance, j'entendais une voix qui me soufflait toujours ceci: « Il faut que tu écrives ce livre, fais-le pour Ndeye Fatou. » J'ai donc continué les recherches sur le sujet sans en parler à personne, jusqu'à ce que je me sente prête en fin 2015 pour m'y mettre réellement. En ce jour ô combien important pour moi, pour toutes ces raisons, je peux vous avouer ma satisfaction d'avoir respecté une sorte d'engagement, de pacte, et vous laisse deviner l'intense émotion qui traverse mon être à l'instant. Je prie du fond du cœur que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Elle, mes trois frères, Madi, Mohamed Salim et Lamine, ainsi que tous nos illustres disparus. Paix à leurs âmes. Je suis arrivée au troisième, mes chers invités, je suis arrivée au troisième et dernier point de mon propos, à savoir mes motivations d'écriture. Si l'on me posait cette question, comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Ma réponse serait toute simple: par la lecture qui est mon violon d'ingre. Entendez par là mon passe-temps favori. Mon amour pour la lecture est connu de tous ceux qui me côtoient. C'est cet amour qui m'a liée à l'Harmattan Sénégal, pour qui j'ai d'abord été et demeure une fidèle cliente de sa librairie, avant d'être un des auteurs édités par ses soins. En effet, par mes fréquents passages, mon visage est devenu familier à tous ceux qui servent à la librairie. Pour parler proprement du thème de l'ouvrage, je dirais que c'est sa densité, sa complexité et sa constante évolution qui m'ont intriguée depuis le début et m'ont amené à m'y intéresser. En effet, pour moi, il fallait que j'en sache davantage sur cette ruse du fin stratège qu'était le général Charles de Gaulle, homme fort de la France à l'époque, qui, ne pouvant plus empêcher l'accession à la souveraineté internationale des colonies françaises d'Afrique, eut l'idée de leur proposer une politique visant à préserver à tout prix les intérêts français en Afrique. L'objectif de cette écriture était donc de partager le plus largement possible, mais surtout avec les jeunes de ma génération, ce que j'ai pu tirer de l'étude menée sur les relations franco-africaines, si jalousement entretenues après son artisan, le général de Gaulle, par les différents dirigeants français et africains durant toutes ces décennies.
Partagez donc pour que ceux qui avaient quelques informations sur la France-Afrique en sachent davantage et pour que ceux qui en ont jamais entendu parler ou très vaguement s'y intéressent. Partagez pour qu'ensemble, nous puissions trouver les moyens d'assainir les relations franco-africaines pour une coopération saine et gagnant-gagnant, au grand bonheur des populations africaines lésées, pour ne pas dire oubliées depuis toutes ces décennies post-indépendance. En outre, le 5 mai 2017, lors de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage Sénégal, thérapie pour un pays blessé de Cheikh Bamba Dièye, l'éminent avocat, Maître Boukounta Diallo, avait prononcé une phrase restée dans ma mémoire. Je cite, « Écrivez, parce que quelqu'un en aura besoin quelque part. » Fin de citation. Ces mots m'ont fait croire fortement que la rédaction du présent ouvrage, attraction de cette auguste assemblée, n'est pas vaine. Elle a certes été longue et éprouvante des fois, mais jamais je ne me suis laissée gagner par le découragement, déterminée que j'étais à le produire. Et cette détermination sans faille, quelles que soient les embûches et anicroches du moment, je la tiens de la lionne qu'est maman et la puise de cette force tranquille qui caractérise papa. Je vous remercie. Il faut se remettre ses émotions. Merci, cher auteur. Alors, je vais maintenant passer la parole au ministre de la Culture ou à son représentant. Il y en a pas, je pense. Sinon, représentant du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Ok. Vous avez la parole. Merci. Merci, professeur, président de séance. Je m'appelle Babacar Dièye, je suis conseiller technique au ministère de la Pêche et de l'économie maritime, chargé de la formation. Donc, au nom de monsieur le ministre Omar Gueye, je voulais transmettre ses salutations et ses félicitations à toute la famille Sarr et à Dieynaba plus particulièrement pour sa persévérance et son esprit quand même de professionnel. Donc, pour vous dire que lorsqu'on a présenté le livre pour la première fois, je l'ai présenté au niveau du cabinet, c'était un étonnement généralisé dans le cabinet, puisque il est très rare de voir donc un agent de l'administration produire un tel ouvrage. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de voir dans l'administration la routine. Écrire des lettres, faire des comptes rendus, écrire des notes, mais réfléchir sur des thématiques, c'est extrêmement difficile et on se cache toujours derrière les consultants pour produire. Alors quand j'ai présenté ce livre, et j'ai présenté Dieynaba pour dire que c'est la jeune fille qui venait avec sa directrice Mbenda présenter le plan stratégique, il n'en revenait pas, parce que c'était inattendu. Parce que comme je l'ai dit tout de suite, le problème que nous avons au niveau de l'administration, c'est prendre en charge ce qu'on appelle la finalisation, le processus de finalisation. Élaborer les documents de politique publique. Par exemple, les lettres de politique sectorielle, les plans stratégiques, les cadrages d'investissement, et ainsi de suite. Et j'ai eu l'occasion, et ça c'est le témoignage personnel, de partager
Il y a de cela, ça fait 4 mois que je travaille avec Djainaba et sa directrice Mbenda sur l'élaboration du plan stratégique de l'Agence nationale des affaires maritimes. Et là, on avait pris l'option, et ça je le souligne tout de suite, et je viens vraiment d'avoir la preuve que nous avions raison de prendre l'option de faire ce plan à l'interne. Je suis le point focal pour l'élaboration de ces plans stratégiques dans le secteur maritime. Et quand j'ai proposé à la directrice Merla de le faire à l'interne, donc on a formé un petit comité avec Djainaba et Seyrouba. On a commencé à travailler à l'interne. Et c'est là que j'ai découvert vraiment les qualités. Les qualités de Djainaba, les qualités de rédaction et de disponibilité et de dynamisme. Parce que j'ai fait d'autres structures. J'ai travaillé avec le port, j'ai travaillé avec la CIRL, j'ai travaillé avec le COSEC. Mais le dynamisme, la disponibilité et l'esprit alerte de Djainaba, je l'ai trouvé en le connaissant. Donc ça ne me surprend pas qu'elle a eu la capacité quand même de faire cet ouvrage-là. Et au niveau du cabinet, lorsqu'on a présenté le plan stratégique, observation zéro, pour dire que les gens étaient satisfaits de la qualité du travail. Parce qu'actuellement dans ce pays, surtout au niveau des jeunes, l'activité phare c'est la danse et la musique. Ça c'est clair. Mais si on voit un jeune emprunter ce chemin, nous ne pouvons que l'encourager. Et au niveau du cabinet, nous prenons les dispositions quand même pour renforcer les structures qui croient en elles-mêmes, c'est-à-dire en la capacité de porter ce processus de finalisation. Et quand j'ai traversé l'ouvrage, je n'ai pas cette qualité de décortiquer comme M. Diallo l'a fait, mais un chapitre m'a beaucoup plu, c'est-à-dire c'est le chapitre sur la concurrence de la France. Et je me dis que nous sommes en plein au niveau du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, puisque nous faisons la diversification de la coopération. Et surtout au niveau de l'Agence nationale des affaires maritimes, avec la Corée, les Pays-Bas et avec d'autres partenaires. Donc nous faisons tout pour prendre en charge cette diversification. Donc pour dire et surtout prier que Djainaba fasse d'autres pas dans l'écriture d'autres ouvrages maintenant beaucoup plus axés. Et ça c'est une demande, surtout au niveau du secteur de la pêche et de l'économie maritime, parce qu'on en a besoin. C'est sur ces mots, Président, que je voulais clôturer et je vous remercie vraiment de l'invitation du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, il nous faut maintenant passer. Il faut la liste des intervenants. Témoignage. Ah d'accord. Je passe la parole à M. Adama Seydi. Monsieur le Président de séance, je voudrais tout d'abord, avant l'entame de mes propos, demander 1 minute de silence en la mémoire de ma fille, Ndeye Fatou Sarr. Elle nous a été arrachée le 9 décembre 2011. Mais comme on dit, les morts ne sont pas morts. Sa mémoire est en train de planer parmi nous. Réservons-là un accueil paradisiaque par 7 minutes de silence en psalmodiant l'Ikhlas pour les musulmans, et ceux qui ne sont pas de cette confession le feraient avec les règles de l'art de leur confession respective.
Je vous le demande. Merci. Merci beaucoup. Honorables invités en vos fonctions, grades et qualités respectifs, je voudrais vous dire que le père de l'auteur, mon grand frère Mamadou Adissar, premier président de la Cour des comptes, m'a désigné comme porte-parole de la famille. C'est pourquoi je dois en tout cas prononcer ce petit discours de remerciements et de salutations. Mais la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui couronne à la fois une œuvre et une femme de cœur. L'œuvre d'un, il est question, et c'est au-delà de sa prégnance littéraire avérée, d'établir une vérité historique qui pose la problématique de changement de paradigme dans nos relations avec l'ancienne métropole, la France. Une analyse froide et critique de l'œuvre nous renvoie à une démarche iconoclaste qui nous invite à prendre notre destin en main et de nous affirmer sur la scène internationale, surtout dans ce contexte de mondialisation où le temps et la vitesse dictent inexorablement leur loi. En revenant à l'auteur, je voudrais vous faire comprendre que Mademoiselle Dieynaba Sarr est née dans un environnement intellectuel avéré. Mais elle est élevée dans la rigueur de la privation des légèretés mondaines pour ne vivre que celle de l'honneur, de la sincérité, du courage, bref, toutes les bonnes manières pour une vie pleinement accomplie. Éminence, messieurs les professeurs, chers amis, parents et honorables invités, j'adresse donc ces sincères remerciements à la famille, à vous tous, qui avez accepté notre invitation et rehaussé de votre présence cette cérémonie. À tous les enseignants qui ont contribué à la formation de notre fille, de l'Institut Notre-Dame qu'elle a fréquenté du jardin d'enfants à la terminale, de l'Institut supérieur de droit de Dakar où elle a obtenu sa licence et de l'Université du Sahel où elle a décroché son Master 2. Il convient de rappeler que tout ce processus a été sans faute grâce à Dieu. Et enfin, à tous ces éminents professeurs et autres agents émérites qui l'ont encadré durant toute la période d'élaboration de son livre. Par ailleurs, la famille exprime sa fierté à sa fille Dieynaba Sarr, lui adresse ses vives félicitations pour l'œuvre qu'elle a réalisée et ses encouragements pour que ce livre soit le premier d'une longue série, Inch'Allah. Nous sommes convaincus que le courage, la volonté, la détermination, l'appétit insatiable de la recherche dont elle a toujours fait preuve jusqu'à présent la motiveront à vouloir davantage aller de l'avant. À présent, la famille lui souhaite une bonne santé, beaucoup d'inspiration et plein succès tant pour son livre que pour son action sur le champ de l'écriture. Je vous remercie intensément et dans votre attention. Bonjour tout le monde. Bonjour très chère Dieynaba. J'ai été sa maîtresse à l'Institut Notre-Dame. Elle n'a pas été seulement une élève pour moi. Elle a été une fille, une personne qui venait se confier à sa maman. J'étais sa maman à l'école. Pendant 2 ans, CM1 et CM2, on a travaillé ensemble.
Elle venait à la pause, à la récréation, pour me parler. Quand on s'est revus, elle a sauté. Elle a dit, qui? Ça, c'est maîtresse Rose. Et l'autre jour, elle m'a envoyé l'invitation. Elle a tenu à ce que je sois là. Elle a toujours très bien travaillé. Elle a toujours été disciplinée. Quand elle voulait quelque chose, elle faisait tout pour y arriver. Toutes mes félicitations et du courage. Merci. Merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Tout à l'heure, lorsque je suis entré, j'ai vu Babacar Gueye là. Comme je suis arrivé avec un peu de retard, j'ai dit « Oh là là, j'ai encore fait une gaffe ». Et puis finalement, j'ai bien relu et c'est là que j'ai vu que voilà, il s'agissait d'un autre Babacar Gueye et ça m'a rassuré. En tout cas, je voudrais vous remercier Dieynaba de l'invitation, remercier de ne m'avoir pas oublié. Dieynaba a fait partie de la deuxième promotion des étudiants de l'Institut supérieur de droit de Dakar. Je me souviens que son père était venu jusqu'à l'Institut pour s'assurer que l'Institut allait délivrer de bons diplômes. Il n'était pas tellement rassuré au départ. Il a fallu le convaincre. Mais avec l'appui de Faramot, le procureur, nous sommes parvenus à le convaincre que c'était quand même un établissement respectable, dirigé par un professeur de droit de surcroît, et donc il y avait quand même les garanties d'avoir une bonne formation. Et j'étais très très heureux de l'avoir comme étudiante parce que non seulement elle était bonne, très bonne, une bonne étudiante à l'Institut Notre-Dame, puisqu'elle était arrivée avec la mention bien, parce que c'est quand même valorisant pour un établissement de recevoir des étudiants qui ont réussi au baccalauréat avec la mention bien. Et elle faisait partie des rares étudiants qui avaient réussi le baccalauréat avec la mention bien, avoir choisi de venir à l'Institut supérieur de droit de Dakar en l'acceptant. Là, évidemment, je l'ai accepté, les bras ouverts, évidemment. Mais en l'acceptant, vraiment, c'était un très grand honneur pour moi. J'ai beaucoup apprécié sa présence à cet institut. J'ai beaucoup regretté son départ, mais elle avait raison de partir parce que lorsqu'elle partait, nous n'avions pas encore la reconnaissance du CAMES. Nous l'avons obtenue par la suite. Et donc, elle est allée dans un établissement qui avait déjà acquis la reconnaissance du CAMES. Mais sache que nous t'avons beaucoup regretté parce que je me souviens d'une phrase de Confucius qui te colle parfaitement. Apprendre sans comprendre est vain. Comprendre sans apprendre est dangereux. Eh bien, cette maxime colle parfaitement à Dieynaba parce qu'elle était à la fois l'humilité, le courage, l'abnégation, mais surtout l'humilité. C'est ce qu'on apprend à nos étudiants et même à nos candidats au concours d'agrégation, c'est de faire preuve de maximum d'humilité. L'humilité est la marque des grands hommes et la marque des grandes femmes. Et Dieynaba a cette qualité-là. Et donc je voudrais l'en féliciter. Évidemment, je ne suis pas content d'elle. Parce que je devais vous dire que c'est curieux. Il vient la féliciter et puis tout immédiatement après il lui dit je ne suis pas content de toi parce que après ton master, je t'ai rencontré et je t'ai dit, parce que moi quand je tiens la bonne personne, je ne veux pas la lâcher. Je t'ai dit, il faut que tu viennes faire une thèse avec moi. Elle m'a dit non. Enfin, elle ne m'a pas dit ça comme ça. Mais c'est tout comme. Mais en tout cas, elle a dit non. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Quelque chose comme ça. Bon, je ne peux pas te refaire la même demande, réitérer
ma demande parce que moi je suis en train de partir, je suis en train de prendre la retraite. Je ne vais plus avoir... Parce que en réalité, j'avais un plan secret, c'était de pouvoir diriger sa thèse. J'ai toujours souhaité diriger sa thèse parce que ça fait 10 ans que je dirige l'Institut supérieur de droit de Dakar. C'est une de mes meilleurs étudiants, garçons et filles compris. C'est une de mes meilleures. J'ai toujours voulu rester en contact avec elle depuis toujours, mais finalement, enfin, peut-être que ça va se faire, hein? Mais peut-être pas avec moi. Ça m'embête un peu que ce ne soit pas avec moi, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça se fasse. On va peut-être demander au papa de s'y mettre pour voilà, la convaincre. Hein? Elle est décidée maintenant. Mais c'est trop tard. Voilà. J'aurais tellement voulu le faire. Mais bon. Mais je suis sûr que tu la feras avec un de mes étudiants, un de mes anciens étudiants qui est devenu professeur. En tout cas, merci de m'avoir écouté un peu. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je m'appelle Marie-Madeleine Pintoussen. Lorsque je suis sortie de l'École nationale d'administration et que je suis venue rejoindre mon frère Mamadou Adissar à la Direction générale des impôts et des domaines, il m'a accueilli, c'était en 1979, donc vous pouvez voir que ça date de très longtemps. Il m'a accueilli avec les bras grands ouverts. Je vais parler avec beaucoup d'émotion, je suis désolée. Il m'a vraiment accueilli non seulement en tant qu'aîné dans la profession, en m'accompagnant, mais il m'a également ouvert totalement sa maison, sa famille. Et je suis devenue la badienne que les enfants adorent et que les enfants ne manquent pas de consulter. Donc vous pouvez comprendre que c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'ai accepté de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour témoigner de cette jeune fille, auteure du livre qui nous réunit aujourd'hui. La politique africaine de la France a fait couler beaucoup d'encre et de salive de part et d'autre de l'Atlantique. Mais je crois que c'est bien la première fois qu'une si jeune auteure, de surcroît une fille, une femme, s'y intéresse. Tant il est vrai que les filles de son âge ne passent pas leur loisir dans les bibliothèques et les centres de documentation, mais plutôt dans les salons de beauté, de coiffure ou de couture. Ce n'est pas son cas. Mamie, tu fais partie aujourd'hui de la jeune génération de femmes africaines totalement décomplexées, qui, dans le respect total de leurs valeurs culturelles, s'engagent résolument dans le débat et la lutte pour l'avènement d'une Afrique véritablement indépendante et prospère. Ceux qui ne te connaissent pas et qui, depuis l'apparition du livre, te voient à travers les lucarnes, peuvent se poser la question de se dire « Mais d'où lui vient ce sérieux, d'où lui vient cette audace ?» Mais nous qui t'avons vu naître et grandir, je dois dire que nous qui vous avons vu naître et grandir, toi, Ndeye Fatou, paix à son âme, Nafi, Adnan, nous savons que vous avez grandi entre un père et une mère, solidement ancrés dans leurs valeurs culturelles et ancestrales. Un père plein de rigueur et de principes, mais surtout, une mère, modèle de vertu et de courage. Une mère qui a été, une femme qui a été de tous les combats auprès de son époux pour l'accompagner dans son ascension professionnelle et pour assurer à ses enfants une éducation sans faille pour faire de vous, ces enfants, des adultes imbus de vos responsabilités citoyennes et sociales. Ma binte, nga ci ngalama ndam li yow yaa ko moom kenn moomu ko.
Mamie, je suis et je reste persuadée que ceci n'est que la première étape de la longue route qui va te conduire, tel que le Seigneur l'a tracé pour toi, j'en suis sûre, vers le sommet, vers les sommets de ce pays. Que le Seigneur te bénisse et te garde de toutes les embûches de la vie. Et nous accorde à nous tous ici présents la grâce de partager encore avec toi tous tes succès à venir. Bon vent, ma fille, que Dieu te garde. Merci beaucoup, professeur Diokhane. Je vais commencer par vous dire, Dieynaba, et vous transmettre particulièrement les remerciements et les félicitations de votre grand-père, le ministre Ibrahima Niang, qui vous dit que ses prières vous accompagnent. Sur ce, je voulais remercier particulièrement Dieynaba par rapport à son travail titanesque et me poser même des questions par rapport à l'environnement dans lequel elle a pu faire cet ouvrage. Elle a fait œuvre d'archéologue. Ça ressemble un peu à des fouilles archéologiques où toute pièce est minutieusement pesée, sous-pesée, astiquée et restaurée dans l'environnement qui est le sien. Et les informations qu'elle a pu donner dans son ouvrage, la documentation qu'elle a pu fournir dans son ouvrage, montrent que c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail extraordinaire. Au-delà, elle a fait même œuvre d'économiste. Parce que dans cet ouvrage, on a des analyses qui nous font penser que l'auteur est un économiste. C'est vrai, la métropole a souvent bénéficié des ressources naturelles de nos pays africains et bénéficié aussi d'échanges commerciaux qui en réalité ont été complètement défavorables aux pays africains. Le président Senghor aurait pu parler de la détérioration des termes de l'échange. Elle a fait aussi œuvre de juriste. On se rend compte dans cet ouvrage, avec la documentation, avec l'analyse que nous avons en face de nous, un juriste d'une longue expérience. On a l'impression qu'on a le professeur Babacar Gueye devant nous. On a l'impression qu'on a le professeur Diokhane devant nous. Elle a fait œuvre de politique. On se rend compte dans l'analyse que ce qu'elle a développé comme analyse doit pouvoir servir à nos politiques aujourd'hui. Et les gouvernants africains doivent pouvoir, en tout cas, faire de cet ouvrage un bréviaire, non seulement pour analyser toute la problématique des relations entre la France et l'Afrique, mais pour pouvoir apporter des réponses pertinentes par rapport à cette problématique-là. Aujourd'hui, c'est vrai, il ne s'agit pas seulement d'analyser tout simplement où se situent nos relations avec la France, où se situe la France-Afrique. Elle l'a montré. C'est vrai qu'elle n'a pas pris position parce que dans ce domaine, il ne s'agit pas de dire est-ce que nous devons prendre position pour la France, est-ce que nous devons prendre position pour l'Afrique, est-ce que nous devons culpabiliser la France, est-ce que nous devons innocenter l'Afrique. La question ne se situe pas à ce niveau-là. Il s'agit d'analyser historiquement la question et de voir dans quelle mesure on peut apporter les réponses les plus pertinentes pour régler la question du développement durable des États africains aujourd'hui. Et je crois qu'elle nous invite à cela. Et nos politiques doivent pouvoir lui répondre par rapport à cette problématique-là. Il ne peut pas y avoir de développement de nos États.
il ne peut pas y avoir de développement de nos nations si l'on ne prend pas en compte dans ses exactes dimensions cette question de la problématique de la France-Afrique. La France-Afrique parfois a été très mauvaise pour nous. La France-Afrique parfois apparaît à nous sous de beaux habits. Mais il faudrait qu'on tranche. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de relation s'il n'y a pas à la base, en tout cas de relations économiques entre des États indépendants, si à la base nous n'avons pas d'abord un système égalitaire. Il s'agit de venir à cette rencontre avec la France d'égal à égal. Il s'agit de discuter d'égal à égal avec la France. Et c'est à partir de là seulement que nous pourrons mobiliser l'ensemble de nos ressources financières, l'ensemble de nos ressources naturelles, l'ensemble de nos ressources humaines pour apporter des réponses à cette pertinente question qui constitue le socle du développement durable de nos États africains. Je crois que nous avons tout intérêt à réfléchir sur la question. Nous avons tout intérêt à résoudre cette problématique de la France-Afrique pour le bien des populations africaines. Mais au-delà de cet aspect, je voudrais, comme l'a fait le professeur Babacar, vous inviter à continuer dans cette trajectoire-là. Il faudra continuer, vous n'avez pas le droit d'arrêter. Vous ne pouvez même pas arrêter. Vous ne pouvez plus arrêter. Vous ne pouvez plus arrêter. Si vous voulez arrêter, les gens vous pousseront et vous continuerez à aller de l'avant. Je voudrais dire, et Dieynaba, dis-le à votre mère, qu'elle ne s'inquiète pas. Les prières de Mam Ibrahima, mes prières seront toujours là. Nous vous demandons tout simplement de continuer à rechercher la lumière, de continuer à acquérir le savoir. Nos prières seront non seulement votre boussole, mais votre jurette et votre bouclier en même temps. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Merci Président, honorables invités. Je ne vais pas être très long. La moitié de ce que je voulais dire a déjà été dit par Mme Traoré ainsi que M. Diallo. Dieynaba, je vous félicite pour cet ouvrage. Mais avant tout, je tenais à féliciter vos parents pour l'éducation ainsi que les valeurs qu'ils ont inculquées à Dieynaba. Je vous en félicite. Cela va bientôt faire maintenant 3 ans, je dis bien 3 ans, que j'ai le plaisir de travailler avec Dieynaba Sarr. Donc, au-delà du fait que Dieynaba est une personne très posée et surtout très courtoise, c'est une personne qui est très professionnelle. J'ai surtout été marquée par son professionnalisme dans le travail. Pourquoi? Parce que le professionnalisme aujourd'hui dans l'administration est quelque chose qui se fait très rare. On n'en trouve plus beaucoup, des personnes qui aiment le travail bien fait, voilà, qui se tuent à la tâche. Dieynaba en est vraiment un exemple. J'ai eu l'occasion de la côtoyer, j'ai eu l'occasion de bien l'observer. Donc c'est une personne qui se tue tous les jours à la tâche, elle aime le travail bien fait, elle est très sérieuse. Donc cela dénote, en fait, cela renseigne sur la personne et montre un peu une certaine maturité d'esprit. Donc encore une fois, je félicite Dieynaba pour ça et encore plus ses parents qui ont su mettre ça en leur fille. Donc concernant l'ouvrage par contre, j'avoue Dieynaba, je n'ai pas terminé l'ouvrage. Ces derniers mois ont été très durs au niveau de la direction. Bon, j'ai oublié de vous dire que je suis la supérieure hiérarchique de Dieynaba, voilà. Donc ces derniers mois ont été très durs parce qu'on a eu beaucoup de responsabilités. Donc la charge de travail a été assez conséquente par rapport aux responsabilités qu'on nous a données. Mais en tant que faisant beaucoup de recherches moi-même, ce qui m'a le plus frappé quand j'ai lu l'ouvrage, ce que j'ai fait en premier, c'est feuilleter un peu la bibliographie. Comme le professeur l'a dit, j'ai été marquée par une bibliographie très riche, très variée et diversifiée. Donc cela dénote une certaine qualité de chercheuse en fait de l'auteur. Donc en lisant les premières pages du livre, de l'ouvrage plutôt, j'ai été surtout marquée par le style très clair. Donc avec des mots simples, l'auteur parvient à faire une analyse assez objective des relations entre la France
et ses anciennes colonies, et de fait transportant le lecteur dans l'univers assez complexe des États et de leurs intérêts. Donc j'espère que cet ouvrage sera le premier d'une longue série où Dieynaba nous fera une analyse sur des sujets aussi qu'actuels qu'intéressants. Voilà. Je vais terminer en lui posant une petite question à Dieynaba. Bon, j'aimerais bien qu'elle me dise où elle a pu trouver le temps de nous rédiger un ouvrage de 257 pages, lorsqu'on sait toute la charge de travail qu'on a, avec un personnel en sous-effectif en plus. Hein. On est très peu au niveau de la direction. Encore une fois, bravo, bravo. Et bonne chance pour la suite. Voilà, du courage pour la suite. Je vous remercie. Déjà, c'est un travail qui a été annoncé en 2011-2012, qui est expliqué tout à l'heure les circonstances, difficiles quand même. Mais bon, dans les moments douloureux, moi je me tue dans le travail. Donc c'est des insomnies à n'en plus finir. Le café est ma mort. Merci. Mesdames et messieurs, honorables invités, bonjour. Je m'appelle Fatou Diop, autrice de l'ouvrage Keshing. À ce jour, c'est pour moi un plaisir de prendre la parole. On dit souvent que le hasard n'existe pas et je ne saurais nier ce contexte dans la mesure où je me retrouve aujourd'hui en face d'une ancienne camarade de classe, d'une amie, d'une sœur perdue de vue depuis plusieurs années. Dieynaba Sarr est en réalité une grande amie que je ne considère d'ailleurs plus comme telle. Je lui attribue un titre graduel. C'est pour moi une sœur car je peux dire que nous avons presque tout partagé depuis l'enfance. Nous avions fréquenté le même établissement, la renommée institution Notre-Dame, et pour ce faire, elle était ma grande compagne. Nous étions toujours scotchés l'une à l'autre, inséparables pendant les heures de pause. Aujourd'hui, c'est avec joie et fierté que j'apprends l'existence de son nouveau ouvrage. Ce nouveau ouvrage, né de l'amour inconditionnel, qu'elle porte à la lecture et qui figure parmi l'un de nos premiers centres d'intérêt. Dieynaba Sarr, une amie perdue de vue depuis plusieurs années, m'a appelé un jeudi après-midi pour m'apprendre qu'elle était tombée au hasard sur mon roman dans les couloirs de l'Harmattan. J'avais peine à croire que c'était elle. Et comme mon bonheur n'arrive jamais seul, elle m'a appris également que son ouvrage sera bientôt édité. Ainsi, je compris que notre point en commun, qui n'est autre que la lecture et l'écriture, était toujours de taille et que notre rêve à toutes les deux s'était enfin réalisé. J'étais heureuse, très heureuse, contente. Voilà. Je remercie par ailleurs la maison d'édition, principalement le directeur Abdoulaye Diallo, grâce à qui nous avons pu nous retrouver, elle et moi. Comme mot final, je tiens à renouveler mes félicitations les plus sincères à ma chère amie et l'encourage par la même occasion à persévérer et à ne jamais baisser les bras. Bonne continuation, ma chérie. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Laissez-moi vous dire que rude est la tâche de clore ce lot de témoignages face à un parterre d'excellence. Dieynaba, et je voudrais dire ici, je te le dis tous les jours, mais là je voudrais le dire pour que tout le monde dise Amin et que mala que yelmande yoboko. Yalna la chat serlou. Yalna la chat serlou. Alors, je suis Seydouba, on partage le même bureau avec Madame Ndiaye. Nous sommes des juristes et j'ai été honoré d'avoir été mis dans la confidence de l'écriture de l'ouvrage. Cet ouvrage, je crois que bien avant les professeurs, je l'ai eu dans ma machine et j'y ai travaillé avant même qu'on commence à corriger. Parce qu'un certain avait voyagé, un autre était très pris. Donc j'ai pu commencer à farfouiller un peu. Et comme dans nos rapports, on a toujours des rapports sincères et véridiques, tout ce que je lui ai demandé, c'est la pertinence et l'objectivité dans l'analyse. Voilà. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait. Parce que pour la rigueur intellectuelle et la connaissance qu'elle avait du sujet, tout ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était de ne laisser au lecteur un autre choix que de réfléchir sur la question avec objectivité. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de blâmer ou d'innocenter. Il s'agit juste de nous mettre en face de nos responsabilités. Et concernant l'ouvrage sur Dieynaba, je ne vais pas y aller outre mesure, parce que quand
la famille et vos collègues disent la même chose de vous, c'est que c'est la vérité. Donc voilà, courageuse, abnégation, sérieuse, mais surtout yar ak teggin. Waaw yar ak teggin parce que dañ ni xale bu loxoom c'était mën na bokk ak mag ndab. Machallah, dans toutes circonstances, c'est ce qui la caractérise. Ak fulla, parce que fulla bokkul dara ak ñàkk teggin. Voilà, donc machallah. Sur l'ouvrage, parce que nous faisons partie de la génération bien après les indépendances. Donc nous n'avons pas baigné, voilà, nous n'avons pas baigné dans cette confrontation ou cette idée de supériorité entre l'Europe, l'Afrique. Pour nous, tous les êtres sont pareils. Voilà. Donc on a un regard neuf. En fait, c'est le mérite de cet ouvrage. C'est d'y oniculer un regard neuf pour réfléchir à comment faire autrement dans l'avenir. Voilà. Donc, quand on dit entre rupture et continuité, elle nous donne quelque part la réponse. C'est mi-figue, mi-raisin. Voilà. Donc, comment faire pour se départir de cette nébuleuse et aussi arriver à dire quelle est la politique française de l'Afrique? Pourquoi pas? Parce que si vous regardez la géopolitique, le contexte économique actuel, l'Europe est en crise. Donc c'est eux qui ont besoin de nous en réalité. Voilà, j'étais en France en 2008, j'ai vu comment leur économie a volé en éclats parce que c'était une bulle en réalité. Donc nous qui détenons les vraies richesses, comment devons-nous faire? J'ai entendu un sage dire, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Sy, il dit l'important c'est pas d'être ministre, c'est d'être un citoyen engagé. Et la bonne maman qui fait griller son arachide pour nourrir sa famille, c'est une citoyenne engagée. Qui c'est un citoyen engagé. Donc comment faisons-nous pour faire une conurbation de toutes ces énergies et de tout cet effort pour arriver à atteindre le bonheur nous-mêmes? Voilà, parce que c'est de notre bonheur dont il s'agit. On nous a fait croire qu'on a besoin de la France pour avancer. Est-ce véridique? Quand je ne suis pas spécialiste de la question, je me limite à soulever des questionnements pour laisser aux spécialistes le soin d'y répondre. Donc, comment faire? On parle d'émergence, on parle de l'Afrique en mouvement. Comment faire? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il y a certains pays, comme ce qu'on appelle les dragons, qui ont su renverser la tendance. On est en Asie. Comment ont-ils fait? C'est d'abord des gens qui sont caractérisés par une pleine connaissance de leur culture. Et pour moi, le secret est là. On dit aller chercher le savoir jusqu'en Chine, mais il ne faut pas nier sa propre personnalité, nier sa propre dignité. Alors, je ne peux pas m'empêcher de pointer un doigt accusateur à nos dirigeants d'antan. Je ne peux pas. Parce que si on en est arrivé là, c'est parce que la France a offert quelque chose et eux l'ont accepté. Ont accepté à quel prix? Au détriment des citoyens sénégalais ou africains. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique a beaucoup donné sans recevoir grand-chose. Donc, comme l'ont dit nos aînés, tu as ouvert une boîte de Pandore. C'est une poupée russe. Là, c'est le premier, mais il faut creuser jusqu'au fond pour arriver à nous amener à nous observer dans notre réalité pour qu'on puisse s'auto-juger nous-mêmes et ne pas attendre de satisfecits qui viennent d'un quelconque ailleurs. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens ici et que je m'exprime. Et machallah, je te souhaite beaucoup de succès et beaucoup de continuation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de la cérémonie de présentation de l'ouvrage de Mademoiselle Diaina Bassar. Et je voudrais encore une fois vous renouveler mes remerciements et à mon nom personnel et au nom de l'auteur d'avoir bien voulu répondre à l'invitation.
Je voudrais préciser qu'il est prévu une cérémonie, une séance d'interview et de dédicace, ainsi qu'un cocktail. Ça se passera au niveau de la terrasse. Encore une fois, merci beaucoup.